Jusqu'à présent, notre conception du développement évolutif était une ascension verticale en couches, avec des niveaux de conscience émergents qui remodelaient la forme individuelle et se construisaient graduellement vers des niveaux de plus en plus élevés. Cependant, lorsqu'on ouvre au domaine au-delà de l'esprit, on découvre que chacune de ces couches était plus libre, plus vaste et plus flexible. Mais en franchissant le seuil de l'esprit pour accéder au domaine supérieur, on découvre que ce n'est pas seulement plus large et plus flexible, mais qu'il s'ouvre en réalité sur quelque chose d'infini. Ainsi, lorsque l'on regarde en bas, depuis cette position plus élevée, on découvre que ce dont on était conscient en dessous était également infini, mais son infinitude était cachée. On découvre qu'au-delà du fonctionnement superficiel de l'esprit, il y a un fonctionnement interne plus profond, qui s'ouvre également à l'infini. Derrière les énergies vitales de l'individu et les désirs superficiels de la personnalité, il y a une infinité d'énergie de vie. Même derrière le corps physique étroit et rigide, il y a un corps physique plus subtil qui est ouvert à l'infini. Ainsi, en explorant ces dimensions à partir de cette position plus élevée, nous découvrons un monde riche et complexe, qui est largement inconnu de la personnalité superficielle étroite et fixée sur le corps physique et les sens physiques. Nous découvrons notamment que l'énergie vitale qui façonne le corps physique a sa propre réalité indépendante, et qu'elle n'est pas seulement une force vitale agissant dans le corps, mais qu'elle se manifeste également indépendamment du corps, avec sa propre vie dont nous n'avons pas conscience. Par exemple, lorsque nous faisons germer une graine, la nouvelle pousse qui en résulte est complètement différente de la graine d'origine. Cependant, il y a quelque chose en commun entre la graine et la nouvelle pousse, qui est non physique, et que je vais appeler énergie vitale de la graine ou ensemble d'énergie vitale. De même, lors de la transformation d'une chenille en papillon, il n'y a rien en commun entre les deux formes, mais il y a une transition qui a lieu, où la chenille se referme sur elle-même dans un cocon, se décompose complètement jusqu'à n'être plus qu'un liquide pur, puis se reconstruit pour émerger sous la forme d'un papillon. Il y a donc quelque chose en commun entre la chenille et le papillon qui n'est pas de nature physique. Ces exemples montrent qu'il y a des dimensions non physiques qui sous-tendent et relient les différentes formes manifestées dans le développement évolutif. Dans cet extrait, l'auteur explore la transformation de la chenille en papillon et en tire des réflexions sur la nature de l'être humain. Il souligne que lors de la transformation, la chenille se liquéfie et reprend une nouvelle structure cellulaire, mais conserve en elle l'idée de devenir un papillon. Il en vient à la conclusion qu'il existe un autre corps, le corps énergétique vital, qui contient à la fois la force de vie et une forme mentale de ce que le papillon devrait devenir. L'auteur souligne également la continuité de la conscience dans le développement humain, malgré les changements physiques du corps. Il suggère ainsi que nous sommes plus que notre corps physique et que nous devrions explorer notre véritable identité. L'auteur utilise le terme gaine pour décrire les différentes enveloppes du corps, le corps physique, la gaine de l'énergie vitale et la gaine de l'esprit. Ces gaines existent indépendamment du corps physique et se séparent partiellement de celui-ci pendant le sommeil. Cela laisse entendre que nous avons une existence plus vaste que notre corps physique et une vie propre au sein de ces gaines subtiles. Dans le corps subtil, qui ne dort pas, se produisent trois types de phénomènes. Tout d'abord, les patterns de pensée et d'émotions normales se manifestent, mais sans la torpeur que le corps physique apporte. Les émotions peuvent être ressenties de manière très intense dans le corps vital, parfois au point de réveiller. Ensuite, le corps vital a une façon différente de percevoir et de connaître le monde, avec ses propres sens. Par exemple, la vue dans le corps vital est une conscience à 360 degrés de l'environnement. Le corps mental, qui est lié au corps vital, est également conscient des pensées et souvent dans les rêves, une communication instantanée s'établit sans mots mais avec une compréhension mutuelle. Dans les corps subtils, les émotions et les pensées des autres sont directement ressenties, sans besoin de mots. Il y a une transmission complète et instantanée. Les corps subtils sont également plus fluides et plus larges que le corps physique, permettant une connexion profonde et une communication intense avec les autres. Il est possible de communiquer plus en une seule touche que par des mots. Si nous pouvions nous engager brièvement dans les corps subtils et nous connecter, une simple phrase pourrait transmettre une expérience entière. Nos capacités à comprendre les dimensions cachées de la conscience peuvent s'accroître avec le temps, nous permettant une expérience plus profonde et plus riche du monde. Dans cette perspective, comment se passe la rencontre avec une fleur ? En abordant la fleur avec nos corps subtils, nous pouvons ressentir au-delà de la vision et du parfum, nous pouvons entrer en contact avec la profondeur de notre être intérieur et ressentir une communication directe avec la fleur. Dans notre corps vital, nous entrons en contact avec le corps vital de la fleur et vivons cette expérience. Dans notre corps mental, nous sommes conscients de l'idée de la fleur et de sa conscience. Au plus profond de nous, en relation avec la présence de notre âme, nous ressentons la présence psychique de la fleur de manière plus intime que si nous la voyons physiquement. Nous pouvons même décrire ce que la fleur exprime. Chaque fleur a une conscience psychique qui se tourne vers l'expression de l'amour sous une forme unique avec une vibration ou un but psycho-spirituel distinct. Les couleurs et la structure de la fleur représentent également des qualités psychologiques. Par exemple, certaines fleurs peuvent avoir des propriétés curatives pour surmonter les peurs. L'influence psychologique et spirituelle de la fleur est également présente dans son environnement, agissant comme un parfum. Même à distance, nous ressentons déjà l'influence de la fleur car nous sommes sensibles à ce niveau.
Notre expansion vitale, ou aura, dépasse le corps physique et peut influencer l'environnement et les personnes qui s'y trouvent. Ce phénomène peut être perçu par notre conscience et même anticipé avant même que la personne n'arrive physiquement. Cela démontre l'impact que les fleurs et leur énergie psycho-spirituelle peuvent avoir sur nous, tant sur le plan physique que psychologique. Dans ce texte, la présence de la conscience dans le corps subtil est évoquée. Cette conscience évoque des souvenirs et des associations dans l'individu. Il est expliqué que même le corps mental est capable de s'étendre et d'influencer un espace beaucoup plus grand. Lorsque l'on pense à quelqu'un, une partie de notre esprit se connecte déjà à cette personne. Cette connexion n'est pas physique, elle se fait à travers les champs énergétiques et les affinités. Ainsi, même si une personne est à l'autre bout du monde, en pensant à elle avec affection, nous la rapprochons de nous sans considération de distance physique. Il est souligné que la vitalité et le monde mental ont des propriétés flexibles et fluides, basées sur l'alignement des énergies et des idées. Des exemples concrets sont donnés, comme lors d'un appel Skype où l'on ressent émotionnellement la présence de l'autre personne malgré la distance physique. L'auteur explique également les implications de cette connexion énergétique, comme la possibilité de se connecter directement sans passer par des moyens physiques. Enfin, il est mentionné que notre état émotionnel et mental peut également influencer les connexions énergétiques avec les autres, par exemple lors de réunions importantes où l'on pense déjà à la personne concernée. Dans ce texte, l'auteur parle de la connexion énergétique qui existe entre les individus avant même de se rencontrer physiquement. Il affirme que cette énergie peut être ressentie de manière inconsciente, générant un sentiment d'anxiété ou de tension avant même une interaction physique. Cette connexion énergétique peut également se produire à travers des échanges virtuels tels que les emails ou les chats en ligne. L'auteur suggère que cette connexion intérieure peut influencer nos expériences et nos relations, et que si nous en prenons conscience, nous pouvons même influencer les résultats à l'avance. Il mentionne que cette connexion énergétique existe à différents niveaux, à la fois vital, mental et même spirituel. Il donne l'exemple de Sri Aurobindo, un philosophe indien qui avait prédit la liberté de l'Inde bien avant qu'elle ne se réalise physiquement. L'auteur suggère que l'initiation d'une action à des niveaux énergétiques plus élevés peut avoir un impact sur le cours des événements physiques. En 1920, Sri Aurobindo et la mère travaillaient depuis les domaines spirituels pour l'indépendance de l'Inde. Ils travaillaient avec les énergies spirituelles pour libérer et modifier les forces qui influençaient le destin de l'Inde. Leur travail consistait à canaliser, modifier et rediriger les énergies afin d'obtenir un résultat spécifique. Grâce à leur travail, l'indépendance de l'Inde a été réalisée sans effusion de sang. Cela démontre le pouvoir et l'efficacité de l'action spirituelle sur le monde matériel. Cette expérience démontre également que nos corps physiques et vitaux sont intimement liés et connectés aux circonstances et aux mouvements universels. Nos corps vitaux ont également la capacité d'influencer et de modifier d'autres corps vitaux, ce qui forme la base de techniques de guérison énergétique telles que le pranic healing ou le reiki. Ces techniques permettent d'envoyer de l'énergie pour accélérer la guérison, et elles peuvent se faire de manière subtile ou plus visible, en utilisant des gestes, des cristaux ou d'autres outils pour canaliser l'énergie. Cette connexion entre les corps vitaux et l'impact de l'énergie sur la guérison a été validée scientifiquement dans un laboratoire pharmaceutique en Inde. Ce laboratoire est reconnu pour ses compétences et ses installations approuvées par la FDA américaine. Ils ont effectué des essais rigoureux pour valider les pratiques énergétiques de guérison, y compris des essais en double aveugle, afin de mesurer objectivement leur efficacité. Cette étude démontre ainsi que l'énergie et l'influence des corps vitaux peuvent avoir un impact tangible sur le domaine physique et ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la guérison énergétique. Pendant une période d'environ 2 ans, une série d'expériences a été réalisée avec près de 100 personnes. Certaines d'entre elles se sont rendues à Delhi pour se rendre dans les laboratoires et ont participé à des essais en double aveugle, ce qui signifie que même les scientifiques ne savaient pas quel échantillon avait été traité et lequel ne l'avait pas été. Les réponses des scientifiques étaient très intéressantes. Par exemple, ils ont effectué des expériences sur des cultures cellulaires en appliquant une guérison énergétique. Les guérisseurs devaient agir sur 24 paramètres différents, tels que les acides aminés, les niveaux hormonaux et les structures de croissance. Lorsqu'ils demandaient spécifiquement à ce qu'un marqueur inflammatoire soit augmenté ou réduit, la guérison effectuée entraînait en général une hausse ou une baisse de 60%. Les guérisseurs n'avaient aucune connaissance des processus cellulaires ou des marqueurs inflammatoires, mais l'énergie qu'ils transmettaient semblait agir mais de manière spécifique. Les résultats suggèrent que cette énergie possède une intelligence et une connaissance plus grande que celle des guérisseurs. Par conséquent, cela pourrait signifier qu'en émettant une intention générale, l'énergie peut agir de manière autonome pour atteindre l'effet souhaité, sans que les détails du processus ne soient connus. Ces exemples montrent également la précision et la rapidité avec lesquelles ces changements peuvent se produire au niveau cellulaire. Une expérience scientifique a révélé que l'intention et l'énergie peuvent stimuler la croissance des cellules nerveuses et améliorer l'intelligence. Des chercheurs ont placé des cellules dans un échantillon et ont constaté que, en quelques minutes, les cellules commençaient à former des connexions nerveuses. Ces connexions sont directement liées à une augmentation de l'intelligence.
Il est donc possible d'améliorer son intelligence en envoyant une intention positive et de l'énergie dans le champ énergétique de son propre cerveau ou système nerveux. De plus, il est possible de régénérer les cellules nerveuses endommagées en utilisant cette méthode d'intention et d'énergie. Cette découverte souligne le pouvoir latent que nous avons en nous, mais que nous n'utilisons pas consciemment. Il est important de ne pas émettre d'intentions négatives, car elles affectent également notre capacité à guérir. Par conséquent, il est essentiel de cultiver des intentions positives et d'utiliser consciemment cet outil puissant pour améliorer notre bien-être. Dans cette conversation, il est mentionné que les commentaires négatifs des médecins peuvent avoir un impact sur la guérison des patients. Des expériences ont démontré que lorsque les médecins disaient que la guérison prendrait du temps, même dans les cas normaux qui se seraient rétablis en quelques jours, le processus de guérison était effectivement plus long. De même, lorsque les médecins disaient que les guérisons prendraient moins de temps, même dans les cas compliqués qui auraient normalement pris des semaines, les patients guérissaient plus rapidement. Cela démontre l'importance de l'intention positive lors du traitement médical. Il est aussi évoqué l'idée que dans certains endroits connus pour leur guérison miraculeuse, il existe un champ d'énergie et d'idées positives qui favorisent les guérisons. Lorsque les patients s'approchent de cet endroit avec leur intention et leur champ d'énergie, un alignement se crée entre leur foi et cette énergie ambiante, ce qui permet des guérisons rapides. L'idée est également développée selon laquelle dans la régénération normale des cellules du corps, qui se produit environ tous les 7 ans, il existe un rôle de la mémoire et des convictions dans la formation des cicatrices. Par exemple, si une cicatrice reste en place pendant des années, c'est grâce à la mémoire de la blessure et la conviction que la cicatrice est nécessaire. L'auteur partage ensuite quelques expériences personnelles, dont une où une cicatrice a disparu lorsque la mémoire de la blessure a été effacée de son esprit. Cela souligne l'importance de la mémoire subliminale dans la formation et le maintien des cicatrices. Enfin, une autre expérience personnelle est partagée où une blessure profonde au bout du doigt a été guérie en maintenant l'intention consciente de la complétude du bout du doigt plutôt que de se concentrer sur la réalité de la blessure. Ces exemples soulignent l'importance de l'intention, de la pensée positive et de la mémoire dans le processus de guérison. Dans cette discussion, l'auteur parle de l'effort soutenu nécessaire pour provoquer une transformation interne. Il aborde l'importance des dimensions intérieures comme la vitalité intérieure, la mentalité intérieure et même la dimension physique intérieure, et comment elles influencent les circonstances externes de nos vies. Il évoque également le processus de guérison du corps physique et comment il peut être façonné et transformé. L'auteur explique qu'il y a un potentiel en nous qui peut être développé et dont nous pouvons prendre conscience. Il mentionne ensuite la transformation supramentale, qui va au-delà de la transformation de la chenille en papillon. Alors que la transformation de la chenille est principalement dirigée par l'énergie de vie et l'idée mentale, la transformation supramentale est d'une plus grande ampleur, car elle implique un changement profond de la conscience et de la texture de l'existence. L'auteur explore également comment l'énergie vitale agit sur les graines et comment cela peut varier selon le type de graine. Enfin, il aborde l'idée d'une idée réelle, distincte de l'idée mentale, qui guide la formation et le développement des espèces biologiques. L'idée principale de cette conversation est que les comportements instinctifs peuvent être influencés et modifiés par des facteurs internes et externes. L'auteur fait référence à l'idée d'une conscience collective qui peut influencer les schémas et les rythmes de la force vitale pour créer de nouvelles habitudes. Par exemple, les animaux qui ont des contacts avec les êtres humains peuvent changer leur comportement instinctif au fil des générations. On parle également de la notion de métamorphose plutôt que de transformation, car il y a un changement radical dans la forme physique où rien de l'ancienne forme n'est conservé. L'auteur mentionne également la notion d'épigénétique, qui suggère que l'environnement et les pensées et émotions peuvent avoir une influence directe sur l'activation ou la désactivation des gènes. Enfin, il est suggéré que la véritable réalité réside dans les champs énergétiques plutôt que dans les particules elles-mêmes, et que tout est fondamentalement composé de champs d'énergie interagissant les uns avec les autres. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'énergie et de son impact sur les cellules et la guérison du corps. Il explique qu'il existe différents niveaux d'énergie, de l'énergie dense à une énergie plus raffinée. L'énergie vitale peut modifier les modèles de force vitale des cellules, ce qui peut à son tour modifier les modèles d'énergie physique. L'auteur mentionne également que si les cellules sont endommagées, il est possible de les régénérer en infusant de l'énergie vitale. Il souligne que même après la mort clinique, certaines cellules restent vivantes pendant quelques jours. La régénération des cellules est activée par un modèle de guérison qui réside dans le corps subtil. Si ce modèle est endommagé, la guérison physique peut être inefficace ou déformée. L'auteur mentionne également l'effet de la volonté positive et de l'énergie envoyée par les autres sur le processus de guérison. Enfin, l'auteur souligne que la distance n'a pas d'importance dans le transfert d'énergie. La présence de la négativité des autres personnes, ou même de sa propre négativité, peut avoir un impact considérable. Cependant, si nous mettons tous notre bonne volonté, nos intentions positives et notre conviction profonde en commun, nous pouvons infuser quelque chose qui accélérera énormément et produira parfois des résultats miraculeux, voire des guérisons rapides en quelques minutes voire quelques secondes. La raison en est simple, nous créons une énergie vitale à infuser dans les cellules endommagées et à les régénérer.
Le problème est que nous sommes souvent inconscients de ces couches profondes en nous-mêmes, ce qui se traduit par nos actions souvent détournées. Le simple fait de penser « Oh mon Dieu, elle va souffrir pendant des semaines ou des mois en présence de quelqu'un de malade » a déjà un impact sur cette personne, même si nous ne le disons pas ouvertement. Il est donc important de devenir conscient de ces niveaux et d'agir positivement à partir d'eux. Cela fait partie du chemin de l'éveil spirituel, où nous prenons conscience de notre totalité en tant qu'individu et pouvons ainsi agir de manière plus complète et plus efficace dans le monde. Si cette action est guidée par l'influence de notre âme intérieure ou de la dimension spirituelle supérieure, elle est d'autant plus efficace et vraie dans son action. Cela demande un développement conscient de notre part, car il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions en surface. Je vous invite donc à prendre une pause d'1 minute pour vous concentrer et vous rappeler toute l'importance de cette discussion. Reconnaître l'importance de ces couches profondes en nous-mêmes et à quel point elles peuvent avoir un impact puissant dans tous les aspects de notre vie. Mettons une aspiration consciente pour nous aligner plus profondément avec cette véritable aspiration intérieure et avec la volonté divine, pour que seule la bonté et des résultats positifs agissent à travers nous dans ce monde.